je suis honoré, moi qui ai choisi de faire du débat oratoire une profession, d'agir maintenant comme facilitateur de ce grand débat de champions. Parlons d'abord de nos règles de fonctionnement. Vous le savez, le sujet qui est devant nous est sans doute un sujet d'actualité. Banque ou caisse, pareil au même, diront certains. Vous savez que du débat oratoire surgissent souvent les grandes idées et surgissent également l'édification des attitudes, d'exprimer son point de vue, de maîtriser ses émotions et qui sait, sans aucun doute, de se construire des intérêts dans une carrière future dans un domaine similaire. Nos règles de ce soir, nous avons déjà procédé au tirage au sort et vous aurez donc une première équipe du pour qui sera assis à ma droite. Dès l'entrée de jeu, l'équipe du pour se verra donner 5 minutes pour présenter ses arguments en faveur du pour. Tout de suite après, l'équipe du contre aura également 5 minutes pour présenter d'entrée de jeu son argumentation. Nous aurons ensuite 5 minutes de réplique à l'équipe du pour sur l'argumentation présentée par le contre, puis 5 minutes de réplique à l'équipe du contre à cette présentation faite par l'équipe du pour. Cette entrée de jeu donnera ensuite lieu à un débat plus contradictoire et plus animé qui permettra, je le souhaite bien, aux juges de se faire une idée sur nos candidats. Maintenant, sans plus tarder, j'inviterai l'équipe du Collège Huntsic, composée de M. Mathieu Bodireff et de M. Karim Sbeti, à venir me joindre ici en avant. Vous avez, mesdames, messieurs, l'équipe du pour, je crois qu'un bon mot d'applaudissement, comme de l'applaudissement. J'ai également le plaisir d'inviter maintenant l'équipe du contre. Elle est formée de Mme Anne-Sophie Pratt et de Mme Stéphanie Yared. Ce sont les élèves du Collège André Grasset. Un bon le signal de départ à cette joute oratoire. On dit banque ou caisse, du pareil au même, diront certains. Je passe la parole pour 5 minutes exactement à l'équipe du pour. Bonsoir, messieurs et mesdames de la foule aujourd'hui. Bonsoir, messieurs et mesdames les juges. Je suis Karim Sbeti et ici j'ai Mathieu Bodireff, mon coéquipier. Nous sommes assemblés ici parmi vous aujourd'hui pour débattre d'un sujet qui nous concerne tous. On parle d'un débat entre deux institutions financières, la Caisse des Jardins et les banques. On parle qu'ils effectuent un travail en économie. Donc, de par leur nature, ils sont des institutions financières. C'est sûr que côté service, les caisses et les banques sont très semblables. La question qui serait vraiment intéressante à approfondir, c'est côté comportement institutionnel. Est-ce qu'ils ont une approche pareille face aux consommateurs? On sait que les banques, au même titre que les caisses, engagent du personnel expert qui ont souvent des bacs en économie, des bacs en finance, des maîtrises, etc. Ils vont payer la formation à leurs employés. Les banques et les caisses ont le même comportement là-dessus, c'est pareil au même. Aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est que les deux se gardent tout le temps sur les profits. Une marge de main-d'œuvre, ils gardent des fonds pour pouvoir accroître, pour pouvoir augmenter le marché l'année d'après. Les banques et les caisses ont la même attitude par rapport à leurs profits et par rapport à ce qu'ils peuvent garder pour l'avenir. Ce qui est intéressant aussi, c'est leur activité de communication. Ils font énormément de publicité. La Banque des Jardins fait autant de publicité que les autres banques réunies ensemble au Québec. On parle de la conjoncture économique actuelle, de mondialisation, donc beaucoup de concurrence étrangère, de la concurrence qui vient d'ailleurs et de la concurrence d'ici, au Canada. Donc, ce qu'on remarque, c'est une structure de centralisation qui s'est imposée aux caisses. Ils sont obligés de se centraliser pour avoir de la concurrence et épargner des coûts rationalisés.
des activités promotionnelles importantes pour se distinguer de la concurrence. On a Citigroup qui vient des États-Unis, on a la HSBC qui vient de Hong Kong, on a ING qui vient de Suisse. La concurrence est mondiale et partout, Desjardins doit adapter une attitude semblable aux autres banques pour se différencier dans le monde financier. Mais reste que c'est une attitude pareille aux mêmes aux banques, c'est juste un moyen de survie comme un autre. Est-il vrai que les banques et les caisses, c'est du pareil au même? Ma collègue Anne-Sophie Pratt et moi-même, Stéphanie Yared, croyons ardemment que non. Afin de vous démontrer les différences qui subsistent entre les banques et le mouvement des caisses Desjardins, nous aborderons tout d'abord le fonctionnement interne et ensuite nous parlerons des valeurs sociales. D'emblée, référons-nous à Aristote, le précepteur d'Alexandre, qui a affirmé que la plus grande injustice est de traiter également des choses inégales. La question ici est la suivante. Comment pouvons-nous comparer une coopérative financière à une entreprise financière? Alphonse Desjardins se retournerait dans sa tombe s'il apprenait que nous renions son innovation. Après tout, celui-ci a véritablement créé quelque chose de nouveau par le mouvement coopératif Desjardins. Une des différences fondamentales dont mes compères semblent avoir oublié, c'est le fait que chez Desjardins, un membre équivaut à un vote, alors que dans une banque, une personne détient X nombre d'actions, et c'est cela qui détermine son pouvoir. Alors que tous peuvent être membres, tous ne peuvent pas être actionnaires. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici, dans cette église, Saint-Isaac-Jogues. Ce n'est pas pour rien. Quelle banque ferait son assemblée annuelle dans une église? Desjardins est donc toujours aussi proche de ses membres. Monsieur le Président, non seulement le mouvement Desjardins est-il différent dans son fondement, mais il se démarque surtout par ses impacts sur le développement économique du Québec. J'aborderai le thème de la propriété étrangère des banques. Au Canada, il y a quelques années, on fixait une limite à la propriété étrangère des banques canadiennes à 25 %. Cette limite a graduellement diminué pour disparaître aujourd'hui. On peut dire que les banques canadiennes sont à la merci d'un contrôle étranger. Messieurs, mesdames, les membres des jurys, connaissez-vous un actionnaire étranger du mouvement Desjardins? Assurément pas. Les caisses populaires Desjardins appartiennent aux membres. Au Québec, elles appartiennent aux résidents québécois. Grâce à Desjardins, l'argent du Québec reste au Québec. Actuellement, messieurs, mesdames, l'économie est à la croissance. Mais si demain, une récession survient, la question, à savoir si Desjardins se démarque des banques, ne se posera même plus devant l'évidence des impacts sur le développement économique du Québec qu'a le mouvement Desjardins. Merci beaucoup. On dit que les actionnaires ici, c'est du monde, des Québécois qui décident pour Desjardins. Il y a une statistique qui dit qu'il y a 100 000 individus, 100 000 membres qui décident Desjardins. 100 000 sur 5,8 millions de membres, ça représente à peine 2 %. Est-ce que vraiment les actionnaires minoritaires d'une compagnie sont moins nombreux que 2 %? Regardez parmi vous combien nous sommes ici dans la salle actuellement. Ces sociétaires n'assistent jamais aux assemblées annuelles et n'exercent donc jamais leur droit de vote. Pour vous donner une idée, la Caisse Saint-Sulpice a 2000 membres. On n'est pas 2000 dans l'Assemblée, malheureusement. Vous dites qu'aucun membre n'est non québécois. Pourtant, il y a des caisses Desjardins en Floride, il y en a au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Desjardins a les mêmes attitudes que les autres banques, va chercher des parts de marché dans d'autres pays. Desjardins est une multinationale. Desjardins doit faire exactement le même comportement pour ce qui est l'expansion. C'est du pareil au même aux banques. On parle que Desjardins avait des valeurs d'équité. Pourtant, Desjardins offre présentement un fonds d'investissement Chorus qui s'adresse aux personnes ayant 100 000 $ et plus à investir pour la retraite.